Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller. Où ce soir, nous avons l'immense joie de recevoir Muriel Magellan, qui a sorti un superbe livre qui s'appelle Géante aux éditions Mialet-Barreau. C'était pour cette rentrée littéraire de septembre. Pour l'interroger ce soir, on part dans le Cantal, on part à Saint-Flour et on retrouve Valérie Bétaz de la librairie La Cité du Vent. Bonsoir Valérie, bonsoir Muriel. Bonsoir. Alors, avant de vous laisser parler toutes les deux de ce merveilleux livre, je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent poser des questions à Muriel par mon intermédiaire en utilisant l'onglet Converser. Mesdames, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Bonsoir Muriel. Bonsoir Valérie. Bon, alors moi je suis ravie de vous interroger ce soir parce que j'ai beaucoup aimé votre livre. Merci. Et donc Géante, puisque Nathalie l'a présenté, voilà, je le remontre. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je le conseille. Et du coup, c'est vrai que quand on lit ce livre, il y a plein d'interrogations, il est surprenant. Enfin, c'est un livre qui est surprenant et qui rebondit en fait et qui est structuré de façon, il y a d'une part le roman, donc la fiction, là on suit Laura, et puis d'autre part votre journal, qui fait suite à une rencontre avec André Makin sur le plateau de la Grande Librairie. Absolument. Voilà. Donc, donc André Makin vous a fait une réflexion et suite à ça, vous a posé une question, vous a engagé en fait à écrire sur un thème. Et oui. Suite à ça, ça a amené cette réflexion de votre part pour voilà, écrire ce roman. Et, donc c'est parti de là en fait, l'histoire de Laura pardon, est partie sur. Et donc cette question portait sur le vieillissement des femmes. Alors, en fait, c'est vrai que le roman est l'alternance d'une partie fiction et l'histoire de Laura, comme vous le disiez, et une partie journal, dont le point de départ est cette rencontre avec André Makin qui a lieu. On a participé l'un et l'autre à la Grande Librairie, et suite à cette émission, il y a un petit pot où on se parle les uns les autres. Et André Makin, qui est un écrivain assez audacieux, insolent même dans ses écrits, avec une certaine retenue, une certaine force comme ça, on échange tous les deux. Je lui dis que je trouve son livre très tragique, beau mais tragique. Et après me dire qu'on s'est déjà rencontrés quelque part, en tout cas qu'il était presque sûr qu'on s'était déjà rencontrés quelque part, qu'on n'oubliait pas une femme comme moi. Je suis flattée, je reviens à son livre et il me dit « Muriel, ce n'est pas ça qui est tragique. Ce qui est tragique, c'est que vous êtes très belle, mais que vous allez vieillir. » Donc, je suis surprise et le compliment et la réserve du compliment. Et je lui dis, mais c'est déjà fait, André Makin, j'ai déjà vieilli en réalité. Et il me dit, non, ça c'est une coquetterie. Vous allez vieillir, écrivez là-dessus. Moi, je ne peux pas, mais vous êtes une femme, faites-le. C'est ça la plus grande tragédie, c'est le vieillissement des femmes. Et donc, je pars avec cette réflexion-là et je tire le fil de cette réflexion pour voir où elle me conduit. Et elle me conduit bien évidemment sur la question des femmes et sur la question du rapport homme-femme. Et ce vieillissement, c'est un affaiblissement des femmes, on pourrait dire, en tout cas dans l'œil d'André Makin, c'est une tragédie. Et je me dis, mais parallèlement à ces réflexions, je m'aperçois qu'il y a un autre mouvement qui est un mouvement très important pour les femmes, plutôt que de celui de vieillir, qui n'a pas d'âge, qui est de tout temps. Et cet autre mouvement, c'est la croissance des femmes. C'est leur explosion, leur épanouissement. Et donc, ce roman part de cette tension entre la réflexion d'André Makin, qui est le vieillissement des femmes, et ce constat qui est le mouvement collectif et intime de l'épanouissement des femmes. Donc, on peut dire que la partie fable raconte l'épanouissement d'une femme, la croissance d'une femme, oui. Et la partie journal raconte le fil de mes pensées
depuis cette rencontre avec Andreï Makine. Oui. Parce que du coup, vous faites le parallèle, le vieillissement, c'est un épanouissement. On va revenir à Laura, qui est le personnage. Donc, elle s'épanouit, elle grandit, parce que bon, c'est quand même le thème du livre. Elle grandit en s'épanouissant. Elle s'épanouit en grandissant, je ne sais pas comment, mais c'est-à-dire que de là, en fait. L'effet de s'épanouir, pardon, oui. Sans qu'elle le veuille et sans que ça soit du tout, c'est considéré un peu comme une maladie. Enfin, elle en parle à son médecin, c'est considéré un peu comme une maladie. Mais en tout cas, ça ne l'empêche pas de s'épanouir dans sa vie professionnelle et puis de voir toutes ces transformations qui s'opèrent. On peut peut-être raconter le point de départ de la fable. Je ne sais pas trop, oui, de Laura. C'est que Laura, c'est une jeune femme qui vit à Marmande, qui a 35 ans, qui travaille dans l'entreprise de peinture et rénovation de son mari, qui est assez discrète, qui a une passion discrète aussi, qui est la littérature japonaise. Elle ne lit que des romans japonais. Et l'énologie, parce qu'elle fait partie d'un club passionnée d'œnologie. D'ailleurs, vous voyez, voilà. C'est bien vous illustrer en direct. Mais elle adore boire, son mari aussi d'ailleurs, ils aiment le bon vin. Et un soir, un grand écrivain japonais est invité à la médiathèque de Marmande et donc elle va bien évidemment l'écouter, sauf que le spécialiste de littérature japonaise est bloqué dans le train. Et donc la responsable de la médiathèque panique un peu, elle se dit, il y a bien le journaliste de la Dépêche qui est là, mais lui ne connaît pas l'œuvre de Takumi Kondo, cet écrivain japonais. Et donc, elle demande à Laura, un peu au débeauté, si elle veut bien compléter le plateau pour pouvoir échanger avec Takumi Kondo. Laura est très surprise de cette demande, très excitée par la demande aussi, et elle accepte. Et elle se retrouve sur le plateau avec cet écrivain japonais qu'elle admire. Elle l'interroge, ça se passe très bien. Il le dit à l'Assemblée, et plus que ça, le lendemain, il le dit à la radio nationale en disant, voilà, il s'est passé quelque chose d'assez singulier dans cette rencontre, et il cite Laura. Et donc, cette petite, d'ailleurs, elle est petite de taille au début du roman, Laura, au départ du roman, un peu ronde, ses pattes d'avoir été capable d'être remarquée comme ça, d'être regardée comme ça, elle ne savait pas qu'elle était capable de ça. Et se passe un phénomène un tout petit peu extraordinaire dans sa vie, au sens littéral du terme. Elle se réveille un matin et elle ne rentre pas dans ses chaussures et elle va constater qu'elle a grandi, qu'elle a pris quelques centimètres. Donc effectivement, c'est d'abord son épanouissement, en tout cas l'éveil de son épanouissement, qui ouvre vers ce début de croissance qui va se poursuivre. Alors, cette croissance, elle s'en accommode. Au départ, et puis ça va lui donner de l'assurance. Elle va prendre confiance en elle, en fait, parce que physiquement, elle se modifie. Et, alors, elle se modifie et c'est pas tant le fait de se modifier qui lui donne confiance en elle, même si ça joue, c'est plutôt sa confiance en elle qui la modifie. C'est sa confiance en elle. Le succès de l'intervention à la médiathèque. Et, voilà. C'est relayé dans la Dépêche, on lui fait une proposition de travail qui peut utiliser dans un vignoble du coin, qui lui permettra d'utiliser ses connaissances en littérature japonaise. Donc, elle est au plus près de ce qu'elle aime, de ce qui la passionne, de son désir. Et ça, plus ça a lieu, plus elle grandit et plus elle prend de place, plus elle se révèle. C'est ça. Au regard de tous, et même de son mari. De son mari. Des proches, mais aussi des moins proches, de ceux avec qui elle travaille. Donc oui, c'est bien évidemment l'imbrication de son éveil qui conduit à sa croissance. Et alors, je vais revenir sur sa passion de la littérature japonaise, dont vous parlez très bien dans le livre. Vous citez beaucoup d'auteurs japonais et puis des titres, enfin, puis vous parlez de leur style également.
Oui. Vous êtes vous-même féru de littérature japonaise, vous en lisez beaucoup? J'en lis beaucoup. J'en lisais comme une lectrice curieuse de littérature jusqu'au projet de ce roman, mais j'avais quand même déjà une sorte de, je ne veux pas dire fascination, mais d'attrait pour ces écrivains qui arrivent à faire passer du trouble, du brouillard dans leurs histoires, du brouillard dans leur style. Tanizaki écrit L'Éloge de l'ombre, et quand on lit, qui est un texte magnifique, court. Il faut absolument que je lise. Oui, lisez-le, vous allez voir, oui. c'est un petit bijou qui est pour moi un peu l'expression de ce qu'est la littérature japonaise, qui ne craint pas d'aller justement dans l'ombre, aussi dans nos parts noires, et à la fois d'inviter les fantômes, d'inviter l'étrange. Et donc, j'avais un attrait, et plus j'ai lu la littérature japonaise en commençant à me dire, ah, tiens, ce serait peut-être ça que Laura, parce que je voulais qu'elle soit passionnée de quelque chose, qu'elle connaisse très bien quelque chose. Et plus je lisais de romans japonais, qu'ils soient contemporains ou moins, ou classiques, plus je me disais, c'est beau si c'est ça qu'elle aime, parce que ce qui va lui arriver est étrange, justement. Oui. Et que la littérature japonaise, c'est tout à fait faire arriver l'étrange dans le familier, ou le fantastique dans le familier. Un élément, simplement, qui décale l'histoire. Parce que moi, je ne suis pas amatrice de littérature fantastique en soi. Bien évidemment, c'est plus un événement fantastique qui vient se glisser dans l'histoire de Laura, mais dans un monde tout à fait normal. D'ailleurs, elle va chez le médecin, elle s'inquiète, elle se dit, est-ce que ça existe, ce que j'ai? Enfin, je le traite comme ça. Une des références que j'avais en tête, c'était Dorian Gray, c'est-à-dire ce portrait qui vieillit, qui enlaidit dans une chambre, mais dans un monde tout à fait réel, et c'est à lui seul que ça arrive. C'est à lui seul, et ça sert d'allégorie au personnage. Donc oui, et alors plus j'ai écrit, plus je me suis plongée à partir du moment où j'ai décidé vraiment que Laura lirait de la littérature japonaise, j'ai fait comme elle, j'en ai lu d'autres qui ont accompagné l'écriture de ce roman, et plus j'étais moi-même comme elle, embarquée dans cette littérature. Ah oui, il est plein de références aux auteurs japonais, et c'est vraiment très agréable. On a l'impression d'apprendre énormément. Oui. Et alors, ce qui est formidable, c'est qu'elle arrive à lier ces deux passions, professionnellement. On va lui demander de parler de la culture japonaise on ne peut pas trop dévoiler le thème du roman, mais elle va allier sa passion pour la littérature japonaise et pour le vin, pour l'énologie. Et du coup, elle va écrire elle-même, elle va créer des textes sur ces deux passions pour mettre en avant la culture japonaise, et après, c'est mercantile, puisqu'il y a des fins commerciales. C'est à des fins commerciales. On lui demande, suite à cet article dans la Dépêche, la vigneronne lui dit, écoutez, moi, je suis en train d'essayer de conquérir le marché japonais. Et pour tout ce qui est visuel, plaquettes, arguments commercial, nous manquons de références culturelles japonaises. Et est-ce que vous voulez bien alimenter nos brainstorming, nos réflexions de vos lectures? Donc, elle embarque dans cette aventure puisqu'on lui demande de faire ce qui lui plaît le plus, c'est-à-dire pour du vin qu'elle aime, relire, en ce qui la concerne, ces romans japonais, et trouver un champ lexical qui convienne avec celui du vin.
les passages qui font référence justement, enfin, durant lesquels elle parle des vins et à travers ses connaissances de la littérature japonaise, c'est fabuleux. Alors Merci. vraiment, c'est allier le vin comme ça aux auteurs japonais et faire des parallèles j'ai trouvé ça superbe. Hein. Vraiment, ce sont des très beaux passages. Il me semblait qu'il y a quelque chose dans tous mes romans. Il y a un petit passage sur le vin, Ah ouais. toujours un petit passage, parce que il y a quelque chose dans les saveurs, je trouve, et dans la passion du vin. Moi, je suis pas du tout connaisseuse. J'aime le vin, mais je suis pas connaisseuse au sens esthète, quoi. Hein. Mais j'aime lire sur le vin, j'aime lire les mots du vin, j'aime entendre les spécialistes en parler. Je trouve que c'est beau, ça donne encore plus de Oui, goût au vin oui, que quand on vous en parle bien avant, vous Ah le ben, dégustez. Et il me semblait qu'il y avait vraiment des ponts ah ben là, entre vous faites. quant Ouais. à la Ah oui, c'est littérature, entre les mots de la littérature, de la poésie, oui. du sensoriel et les mots du vin. Et c'est vrai que ça m'a permis, dans ce roman, d'explorer ça de façon plus littérale, en fait, Oui. que dans les autres. Ces passages sont superbes. Hein. Et ils sont l'occasion aussi pour moi de faire parler Laura des livres qu'elle lit. Parce que, en réalité, au-delà de ce premier argument qui est le constat de l'épanouissement des femmes aujourd'hui et de l'épanouissement de cette femme-là en particulier, c'est-à-dire une femme dans sa vie qui se déploie, qui arrive à trouver sa puissance, qu'est-ce que ça crée autour d'elle, comment l'assumer soi-même, d'arriver à, à gagner en espace, en fait. Hein. Au-delà de ça, je voulais raconter que ce qui nous sauve de toutes ces tensions, qui sont à la fois les tensions du monde, mais aussi les tensions de ce mouvement des femmes et hommes-femmes, etc., c'est le récit, ce sont les histoires. Et donc la lecture et la transformation de nos émotions, de nos tensions en littérature. Et c'est aussi pour ça que je voulais partir de quelque chose d'extrêmement, dans la partie journal, d'extrêmement réaliste, Concret, qui est concret, qui est cette rencontre avec André Makin, dont je cite le nom, dont je cite la grande librairie. Tout est très vrai, en fait, pour montrer qu'au fur et à mesure du récit et de la transformation par laquelle cette rencontre passe, elle devient fable, elle devient littérature, il devient un personnage de mon livre, et ce qu'il a dit ne vient que pour alimenter ce qui est pour moi la création. Et donc, ce n'est pas si grave. C'est-à-dire que oui, les choses ont lieu, mais à partir du moment où on peut s'en emparer, les transformer, leur mettre de la lumière dessus, leur mettre un costume, leur mettre, enfin, vous voyez, mettre en scène un peu cette matière qui est notre vie, elle devient tout à coup plus poétique et moins grave. Et de la magie, parce que vous avez choisi la fable, vous avez choisi le côté fantastique, enfin ce côté un peu... La fable souligne ça, effectivement, dans la partie roman, la fable souligne ce qui motive l'écriture est extrêmement réel, extrêmement vrai, extrêmement sincère, mais ce qui arrive dans vos mains, lecteurs, c'est déjà transformé. C'est une fable. Et ça va nous permettre ensemble de mieux y réfléchir, me semble-t-il, que si je le dépose de façon très brute comme un manifeste et un essai ou une thèse. Et d'abord, moi, ça m'intéresse moins comme auteur, mais aussi, je pense que pour mieux nous parler de ça, la transformation et la fable marchent mieux. Et c'est pour ça que la partie journal a beau être... Je sais qu'il y a des gens qui craignent l'autofiction, par exemple, et elle a beau être de l'autofiction, elle fait arriver aussi tout doucement le mystère,
voilà, on va peut-être en Ah parler bah oui, plus tard. ouais, Oui, tout à fait. ouais. Mais alors, je voulais vous poser aussi une question sur les différentes formes d'écriture, puisque vous êtes scénariste, vous avez écrit du théâtre, vous êtes réalisatrice de films, enfin, vous avez fait plein de choses. Pour vous, comment vous abordez au moment d'écrire un roman? Est-ce que c'est complètement différent? Est-ce que la façon d'écrire ou l'état d'esprit est complètement différent de quand vous écrivez un scénario pour un film ou que vous écrivez pour le cinéma, par exemple? Est-ce que la Oui, différence est vraiment… c'est différent. C'est Oui. très différent. Alors, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Mais la première est que le roman a à voir avec la langue, avant toute chose. Peut-être pas avant toute chose, mais si quand même, si quand même avant toute chose. Tiens, il me semble que c'est quand même la première chose à laquelle on va s'attacher, c'est comment le dire. Comment le dire et quelle est cette musique, quelle est cette ordonnance des mots qui va faire style, qui va faire rythme, qui va faire respiration, Ah oui, oui. qui va faire que vous croyez vraiment qu'on se parle, qu'on est à votre oreille. Donc, c'est une des choses que le scénario n'a pas du tout. Le scénario, les mots dans le scénario, sauf peut-être pour décrire un paysage, pour dire au réalisateur, quand ce n'est pas vous-même, pour lui indiquer un peu ce qu'on espère qu'il fera. Effectivement, on peut soigner un peu la langue, mais ça n'est pas du tout l'objectif du scénariste. Hein. L'objectif du scénariste, c'est de tenir son spectateur dans des enjeux, donc de créer des scènes, de créer du conflit, de créer de la tension dramatique. Le scénario emprunte beaucoup au théâtre quand même aussi, hein. Même si maintenant c'est très loin du théâtre, mais néanmoins, les règles de dramaturgie sont des règles qu'on retrouve chez Shakespeare, chez Racine, chez Molière. Quand moi j'ai commencé à écrire des scénarios, j'avais une vraie culture théâtre parce que j'ai été passionnée de théâtre très jeune, j'en ai fait, j'en ai écrit. Ouais, voilà, j'ai joué, enfin, et donc, quand je suis arrivée au scénario, je me suis dit, j'ai eu un petit complexe parce que je n'avais pas fait d'études de cinéma. Et du coup, j'ai lu des livres sur le scénario. Et je me suis aperçue que ces livres faisaient référence au théâtre, en fait. Même si désormais, le théâtre est loin du cinéma, en tout cas le théâtre contemporain, mais le théâtre classique était dans des règles de dramaturgie que le cinéma emprunte. Donc il y a ça en commun, que le romancier n'est pas obligé d'utiliser. C'est-à-dire la dramaturgie n'est pas du tout une obligation du romancier. Il peut choisir de raconter une histoire, auquel cas il va avoir besoin des règles de la dramaturgie, mais il peut aussi tout à fait écrire un texte dans lequel il n'y ait pas d'histoire ou très peu d'arguments, de tension dramatique, parce que ça ne l'intéresse pas. Il l'intéressera davantage la psychologie, l'intérieur de la tête de son personnage, la description d'un univers, d'une ambiance, et le romancier peut tout à fait passer des pages et des pages sans qu'il ne se passe rien, ce que ne peut pas faire le scénariste. D'accord. Voilà. Ah oui, c'est complètement différent. C'est très, très différent. D'accord. Et du coup, c'est pour moi mieux comme ça, d'une certaine façon. J'aime bien que ce soit très séparé dans ma tête et je ne suis pas du tout au même endroit quand j'écris un scénario et que quand j'écris un roman. Ce n'est pas le même rythme, ce n'est pas la même préoccupation. La démarche n'est pas du tout la même. La démarche n'est pas du tout la même. D'accord. Pour autant, quelquefois, mes romans sont adaptables. Changer le sens des rivières, par exemple, mon précédent roman. Les droits sont pris et il y a de fortes chances que
ça fasse un film. Alors, Géante aussi. Ah bah, Géante, ça ne m'étonne pas. Oui. Enfin, on le visualise, hein. On le lit On et on le visualise, visualise. Et en même temps, c'est intéressant que vous disiez que ça va devenir un film, parce qu'il y a tout ce côté de l'intime de la femme, en fait, oui. dans ce livre. Oui. Vous abordez vraiment l'intime et oui. comment, oui, déjà, oui, c'est vrai que c'est aussi un roman intime. C'est vrai que ça me paraissait important, aussi bien dans la partie journal que dans la partie roman, fable, qu'on soit très près des personnages, qu'on entende leur souffle, parce que je trouve il m'arrive de me dire que les trois, finalement, quand je réfléchis à l'écriture et que je me place presque à la place du lecteur ou de la lectrice que je suis, je me dis, il y a trois choses que j'aime pour moi, un roman qui me bouleverse. C'est quand il y a à la fois la langue, hein, dont on a parlé, quand il y a le récit, ou en tout cas la préoccupation du récit. C'est-à-dire que même s'il se passe peu de choses, que je sens qu'on me prend un tout petit peu quand même par la main. Ça, c'est important pour moi. Ah oui. Vous voyez, de ne pas être complètement laissé, oui, abandonné. Et le lecteur soit... voilà. Oui. Et l'autre, la troisième chose, c'est ce que j'appelle la voix comme une voix chantée. C'est la voix de l'auteur. Et quand j'entends sa voix, c'est-à-dire quand je me dis c'est lui et pas un autre qui s'adresse à moi, alors le pari est gagné pour moi comme lectrice. Je trouve que moi, je ne conçois finalement entre guillemets, le geste artistique que s'il est extrêmement intime, même si c'est pour me raconter un récit épique. Hein. Pas ça, quand on lit un grand texte de Shakespeare, c'est épique, il y a des rois, des reines, etc. Mais on entend Shakespeare, on entend sa voix en fait, où on voit son regard, je sais pas comment, hein. Je pense qu'on préfère comme vibration, mais moi j'aime la notion de voix. Et donc oui, quand j'écris, je tente d'abandonner ça au lecteur, cette voix. Quand on est scénariste, par exemple, c'est le réalisateur qui va donner sa voix. C'est très peu le scénariste, un tout petit peu quand même. Il la mêle un peu comme un contre-champ à celle du réalisateur. Mais quand vous voyez un film, en général, c'est la voix du réalisateur que vous entendez. Oui. Peut-être un tout petit peu comme ça derrière celle du scénariste sans le savoir, comme des chœurs, un peu, vous voyez. Alors, là, on part un peu sur le cinéma, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup, enfin moi à la librairie, j'entends beaucoup de gens qui me disent, par rapport aux adaptations des romans en film, ce qui se fait beaucoup maintenant, oui. Justement, les gens sont parfois déçus de ne pas retrouver la voix de ce que vous appelez la voix de l'auteur qui a écrit le livre. Voilà. Et du coup, ils retrouvent la voix, comme vous dites, du scénariste. Ou du réalisateur. Du réalisateur. Du réalisateur. Et donc, j'ai adapté. chacun. Oui. Voilà. J'ai adapté le roman de Sorge Chalandon, Profession du père, qui est devenu un film, et c'est Jean-Pierre Améris qui l'a réalisé. Et moi, j'ai fait donc l'adaptation pour le cinéma. Et Sorge a très vite dit à Jean-Pierre, ce sera ton film, c'est-à-dire ce sera ta voix qu'on entendra. Il savait qu'il y avait une sorte de passage de relais. Je pense que néanmoins, on entend encore la voix de Sorge, et peut-être un peu la mienne aussi, qui suis passée par là pour faire la transformation. Mais ça devient quand même le film du réalisateur. Et du coup, pour Géante, est-ce que vous allez être scénariste ou réalisatrice, ou est-ce que vous déléguez complètement Non, je délègue. Je délègue parce que... Il y a une question de confiance après. Voilà. Oui, c'est une question de confiance. Pour les raisons que je vous disais, c'est-à-dire que pour moi, c'est tellement pas le même exercice.
la littérature et l'adaptation. J'ai tellement fait, je crois, un exercice d'écriture littéraire pour ce livre-là et pour les autres. J'ai toujours cette préoccupation-là, que j'ai plus envie après de penser ce récit-là comme un récit de cinéma. Je ne peux pas le faire, je n'y arrive pas. D'accord. C'est une violence que je ne peux pas me faire. Vous conservez l'œuvre telle qu'elle a été. Voilà. Pour moi, c'est ça que j'ai écrit. C'est ça que j'ai écrit. Et ce n'est pas autre chose. Après, j'accepte tout à fait du coup que quelqu'un s'en empare et fasse son objet, parce que moi, je ne serais pas capable de le faire. Tout simplement, je n'ai pas l'envie, la force même de changer de poste sur un texte que j'ai écrit moi. Mais c'est une très bonne nouvelle, ça, de savoir que Géante, parce que... Voilà, alors les droits sont pris. On sait que le parcours du cinéma, c'est un parcours du combat. Ça peut être loin dans le futur, mais même. Voilà, on va espérer en tout cas. Il faut espérer, mais en tout cas, ça a intéressé très fort une productrice. Il va falloir. Et elle est en train de chercher avec qui le faire. Et moi, ça m'a surprise parce que il y a cette croissance quand même singulière qui arrive au personnage qui faut traduire à l'image. Des effets spéciaux. Je sais pas, mais je sais qu'elle cherche justement l'artiste qui saura s'emparer de ce défi-là. Mais pour le reste, c'est vrai que la partie fable du roman a sans doute à voir avec aussi l'image. Il doit y avoir quelque chose à faire avec l'image. J'y ai pas réfléchi, mais je pense. Mais j'espère qu'elle saura garder justement le côté fantastique du livre, dans lequel on est porté. On alterne entre le journal qui nous ramène effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, à une réalité très concrète, cette rencontre avec Andreï Bakhine. Et puis on repart régulièrement avec Laura qui, elle, évolue dans sa vie et on évolue avec elle. Oui. Voilà. Et je voulais aborder aussi le thème de la séduction dans ce roman, parce que, alors moi je me suis posé la question au moment de votre échange avec Andreï Bakhine, il y avait sans doute un jeu de séduction. Je ne sais pas, je n'en suis pas sûre. Je pense que non, en tout cas pas du tout de façon évidente. Vous voyez, la preuve, je n'arrive pas à vous dire oui parce que je ne pense pas. Je pense que il est possible qu'il y ait eu dans la démarche de Bakhine quelque chose, parce que c'est un homme séduisant, donc il y a quand même peut-être quelque chose de l'ordre de la séduction, mais aussi de l'ordre de la générosité, on peut dire, c'est-à-dire qu'il pense vraiment qu'il y a un sujet avec le vieillissement des femmes. C'est tout à fait possible, puisque vous avez vu dans le livre, je fais une enquête assez vite et je m'aperçois qu'il a écrit un livre sous le nom de Gabriel Osmonde, qui était un pseudo. Il a écrit un livre qui s'appelle « La femme qui n'avait plus peur de vieillir ». Donc, je tombe sur ce livre, je me dis, mais en fait, il me dit d'écrire un texte qu'il a déjà écrit presque. Donc, je pense que ça reste un sujet qui le préoccupe. Néanmoins, c'est vrai que ce qui m'intéressait aussi, c'est que quand moi, je raconte cette histoire, et je le dis dans le livre, quand je commence à raconter cette histoire autour de moi, beaucoup de mes amis s'insurgent et disent « mais comment il a pu te dire ça ? C'est quand même culotté. » Et puis tout le patriarcat, toute l'artillerie de notre champ lexical pour nous les femmes quand on parle maintenant des tensions qu'on a avec les hommes. Et effectivement, on peut se dire qu'il y a quelque chose d'exemplaire dans ce petit échange que j'ai avec lui sur... Je me positionne pour vous dire que vous devez écrire là-dessus, croyez-moi, c'est un sujet. Vous voyez, on peut se dire que quand même, voilà, il peut se prendre pour quelqu'un en l'occurrence, mais quand même,
c'est une position d'échange qui m'intéressait de regarder un peu comme un corpus. Vous voyez, on donnerait ça comme corpus à des étudiants. On dirait alors, dites-nous, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que ça dit de la société? Qu'est-ce que ça dit des rapports hommes-femmes? Qu'est-ce que ça dit de cet homme-là et de cette femme-là? Ça m'intéressait de m'extraire un peu de ce moment émotionnellement et de partir de là et presque de le transformer comme un corpus poétique, presque. C'est-à-dire d'abord presque universitaire et sociologique, puis de m'éloigner encore et de voir ça comme poésie, de quelque chose qui m'amène, d'ailleurs vous avez vu, doucement ça m'amène sur les rapports hommes-femmes, puis ça m'amène sur les fantômes, après, puis ça m'amène sur les anges. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Mais moi, je n'ai pas pu m'empêcher de voir, en fait, de penser, en fait, qu'il y avait eu un échange qui était sous le coup de la séduction, et que Laura, également, elle, en grandissant, elle séduit de plus en plus. Elle est de plus en plus séduisante. Et du coup, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle. C'est aussi séduire. Vous voyez, tout ça qui se... Il y a une vraie réflexion, justement, sur... C'est plus une question de mouvement contraire, c'est-à-dire vieillir dans le corpus de mon échange avec Makin, c'est un affaiblissement des femmes. Vous êtes très belle, mais vous allez vieillir. Voilà. Donc, c'est aujourd'hui, mais demain, ce n'est plus là. Attention, méfiance. Voilà. Alors que Laura, elle ne se pose pas encore la question de vieillir. C'est pour ça que j'ai fait exprès qu'elle soit à 35 ans, elle est jeune encore. On se pose toujours la question de vieillir, mais enfin, ça va, c'est pas comme maintenant. À 35 ans, sa puissance, au contraire, c'est-à-dire on m'incite à écrire sur l'affaiblissement des femmes et en tension contraire, je choisis d'écrire sur la puissance des femmes. Tout à fait. Et plus Laura grandit, plus effectivement elle embellit au sens, on va dire, classique des critères de beauté. Je la trouve, et je le dis, et Paul, son mari, la trouve très jolie dès le début du roman, quand elle est petite, un peu ronde, etc. Elle est jolie, mais elle se rapproche des critères de beauté. Et à un moment donné, quand elle commence à faire 1m75, ça y est, elle est dans une norme de beauté qui est remarquable. Et effectivement, ça crée des tensions, ça crée de la jalousie, ça crée du désir. Je ne voulais pas contourner la question de plus je m'épanouis. Il y a un moment où je crée du désir. Et quand je passe une certaine limite de pouvoir ou d'épanouissement ou de normative, là, je deviens un petit peu dangereuse. En tout cas, je suis perçue comme dangereuse, Laura est perçue comme dangereuse, et donc... Et elle en paye le prix. Voilà, et elle en paye le prix. Je pense que cette chose que nous observons en ce moment du déploiement des femmes coûte aussi aux femmes et coûte aux hommes aussi. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est que cette croissance crée, de l'incarner, il me semble, et les lecteurs me renvoient beaucoup que c'est frappant, cette croissance, c'est-à-dire qu'on la ressent. Et donc, d'incarner cette croissance, ça nous permet de nous rendre compte que ce mouvement n'est pas si naturel que ça, et qu'il est normal qu'il crée du mouvement et de la tempête entre nous. C'est pas anodin, en fait. Et le fait de l'incarner dans ce texte et que le lecteur le ressente permet de valider, je dirais, que cette tempête dans laquelle sont les rapports hommes-femmes. C'est vrai qu'il y a une perte des repères, en fait. Tout comme Laura, elle perd aussi parce qu'elle change physiquement. Actuellement, c'est une période où on perd un peu nos repères et ça amène beaucoup de réflexions, justement, entre les rapports hommes-femmes. Là, tout ce qui se passe, ça fait que on se positionne. Et et le vertige n'est pas seulement du côté de ceux qui regardent Laura, il est aussi chez Laura elle-même. Elle perd elle-même ses repères.
Et c'est une vraie belle réflexion. Hein. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Alors moi, je suis revenue. Oui. Je voudrais juste, Muriel, tu penses que je ne vais pas t'épargner. Je voudrais revenir sur la forme. Valérie a très bien parlé du roman. Moi, je voudrais revenir sur la forme roman-journal. Donc, c'est deux formes qui se répondent avec deux portraits de femmes croisés. Tu connais mon ami Élisée, je suis allée voir, parce que c'est vrai que quand on rentre dans ton roman, on est dans la partie, on commence par la partie roman, puis après on passe au journal. Et c'est vrai que quand on est dans la partie roman, on a très envie de savoir ce qui se passe, on passe dans le journal, on est attiré d'une forme à l'autre. Je suis allée faire une lecture que de la partie roman et que de la partie journal. Ça, je t'en avais parlé. Oui. Est-ce que tu savais dès le départ que tu allais faire pas une partie de ping-pong, mais est-ce que tu savais que tu allais faire ces deux formes qui allaient se répondre, ou ça est venu comme ça au fil de l'équipe? Je l'ai su assez tôt. C'est-à-dire, très tôt, quand j'ai eu envie de raconter l'histoire de Laura et de cette croissance inattendue, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas l'analyser, je me suis dit, j'ai très envie d'écrire cette histoire, mais, il y avait un mais, je veux aussi parler de ce qui m'entoure et de ce que j'observe. Donc, est-ce que je vais faire des portraits de femmes? Est-ce que je vais faire des portraits de petites gens? Je ne savais pas, j'étais comme ça dans cette envie d'alternance, mais sans savoir quoi. Et puis est arrivée la rencontre avec McKean, et là, yes, je vais partir de là. Voilà. Donc oui, la forme, je l'avais assez tôt. Il y a un commentaire, je vais le lire tout de suite, qui est arrivé de Nicole, qui dit « Merci pour cette très belle mise en abîme de la littérature ». Il y a une question très philosophique, on a toujours une question philo, c'est Zazie qui la pose. En quoi le vieillissement des femmes est-il un naufrage, Muriel? C'est une question compliquée parce que Simone de Beauvoir le voyait comme ça, hein, finalement. Hein. Maintenant, on a d'autres. Aujourd'hui, on en parle différemment du vieillissement des femmes. On en parle comme aussi une force, ce qui est vrai d'un côté, parce que, mais ce n'est pas vrai que pour les femmes, c'est vrai pour les hommes. C'est-à-dire le temps est une force parce qu'on se construit, parce qu'on règle beaucoup de nos problèmes, on se débarrasse de scories ou de pensées qui encombrent quand on est jeune. Donc, de ce point de vue-là, hommes et femmes, on gagne en force. Après, ce que dit de Beauvoir, c'est quand même quand elle se regarde dans la glace, c'est ce que McKean voulait que j'écrive. C'est-à-dire, eh bien, on perd de la fermeté, on prend du poids. Voilà, le corps nous raconte le temps qui passe, le poids nous raconte, pas le poids, mais le corps nous raconte que peut-être on ne séduira plus. Et ça, peut-être, si je dois répondre, c'est peut-être ça le naufrage. c'est de renoncer sans doute, et ça, je l'ai lu beaucoup chez les hommes aussi. Hein. Le plus dur est, je crois, de renoncer à séduire, et même si on ne s'en sert pas, même si on ne met rien en pratique finalement, mais quand même de savoir que c'est possible. Je crois qu'il y a une coquetterie à dire que ce n'est rien de vieillir. C'est une coquetterie pour moi. C'est quelque chose de vieillir. Oui. Et c'est quelque chose, sans doute, aussi pour les hommes. Mais voilà. Mais ça, c'est une belle expérience. Mais c'est une belle expérience. Et il m'est arrivé, je vais vous confier quelque chose, de me dire, quand j'ai été confrontée à la mort de proches, je me suis dit, mais même mourir est une belle expérience. C'est-à-dire que tant qu'on est en vie et que cette chose-là nous arrive, qu'on ne vivra qu'une fois, oui. Et finalement, on ne la vivra qu'une fois. Il faut, eh bien, peut-être, s'il n'y a pas trop de souffrance,
peut-être que même ces derniers moments peut être une belle expérience. Ça me fait penser que j'ai lu quelque part où vous disiez que vous étiez une femme étonnée. Et ça, voilà, et c'est bien de s'étonner tout le temps et justement de vouloir découvrir. Voilà, vous voyez, j'en fais la preuve, mais oui, vous avez vu sans doute que je l'ai mis aussi dans la bouche de Takumi Kondo, qui est le seul écrivain japonais qui n'existe pas dans mon roman. Les autres existent. Oui. Mais Takumi Kondo, non. Le grand écrivain qu'elle va écouter à la médiathèque. Qu'elle rencontre, oui. Voilà. Et je lui fais dire ça, que l'étonnement est une grande force et que ces livres sont des livres étonnés. Oui. Muriel, il y a Claude qui voudrait savoir si tu te considères comme féministe. Oui, je vais dire oui tout de suite pour rassurer tout le monde. Et je ne vais pas dire mais je vais raconter une anecdote qui est l'anecdote de l'Inde de Gouges, qui est donc une très grande féministe, à qui on demandait si elle était féministe, déjà à l'époque. Et Olympe de Gouges raconte, pour répondre à cette question, une histoire qui arrive à un vieil ouvrier sur son lit de mort, et le prêtre lui demande s'il est janséniste ou moniste. Je crois que ça s'appelait à l'époque une nuance du catholicisme. Et le vieil ouvrier répond non, je suis ébéniste. Et je crois que c'est ça que je suis. Je suis ébéniste. C'est-à-dire que je fabrique des choses. Et bien évidemment que Olympe de Gouges était féministe, et bien évidemment que ce livre l'est. Après, je ne sais pas exactement dans quel tiroir du féminisme le ranger. Je ne sais pas dans quelle catégorie de féminisme il est, mais oui, il constate quelque chose que j'approuve, qui est le déploiement des femmes, tant du point de vue intime que du point de vue collectif. Il constate la tempête que ça crée et il s'étonne du fait que ce soit une tempête. Alors, il y a beaucoup de questions par rapport, est-ce que André Makin a lu ton roman? Est-ce qu'il y a des commentaires de sa part? Est-ce que tu sais des choses ou pas? Ils sont très curieux, mais oui, on a envie de savoir. Alors, je lui ai envoyé mon roman, il ne m'a pas répondu. Je sais par ami d'amis, ou je ne sais pas, on m'a dit par ami d'amis qu'il aurait été vexé, ce qui me vexe moi-même. Mais bon, je ne suis pas sûre de ça. Donc, je vous le confie comme un peut-être. Mais je pense que quand on lit le livre jusqu'au bout, on voit que j'ai du respect pour Makin et que c'est ce que je disais tout à l'heure à Valérie, cet échange, il me sert de terreau à une réflexion qui est quand même de la transformation et de la fable. Voilà. Pourquoi avoir choisi, ça c'est Florence qui demande ça, pourquoi avoir choisi un écrivain japonais qui n'existe pas? Est-ce que c'était pour pas... C'était plus simple pour toi de... Alors moi je vais extrapoler la question, c'était plus simple pour toi de prendre un inconnu, de le créer complètement. D'ailleurs ce nom, Takumi Kondo, on a l'impression que c'est un peu du Marie Kondo et un peu un nom de sushi. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Parce que si je choisis un écrivain qui existe, je suis obligée de coller à sa psychologie, je suis obligée de coller à sa littérature, à ce qu'il pense, et je l'expose à quelque chose qui, autant dans la partie journal, ça me paraît tout à fait logique de nommer l'écrivain, autant dans la partie fable, dès lors que je le mets en scène, ça me paraissait plus m'enfermer, ça m'aurait enfermé. Avec Takumi Kondo, je peux parler de littérature comme j'ai envie, et comme moi j'ai envie de valoriser certaines choses qui sont ce que je pense de l'écriture. Voilà. Il est charmant d'ailleurs. Hein. Oui, il a l'air sympa, on l'imagine bien sympa, Takumi. Ouais. Il se la pète un tout petit peu au début. C'est vrai. Ouais. Mais après, ça va. Oui. Et, ce que je voulais aussi, c'est que
au-delà de cette question, c'est que le salut vient des livres, le salut vient de l'écrivain aussi. Je ne dis pas pourquoi, parce que sinon ça révèle trop de choses, mais quand même, c'est aussi de lui que viennent les clés. Il y a beaucoup de questions par rapport aux adaptations, mais tu as très bien répondu. Et moi, je voudrais juste rajouter, parce que moi, j'ai eu la chance de voir un texte mis en scène par Muriel Magellan. Et effectivement, on sentait dans la mise en scène que derrière, c'était du Muriel Magellan. Donc, je confirme ces propos. C'était du théâtre, c'était même pas du cinéma, c'était du théâtre. Et on sentait vraiment, et c'était au Paris des femmes. Donc, je confirme ça. Est-ce que, Muriel, tu pourrais nous donner un conseil lecture là, aux dévotés? Un conseil de lecture aux dévotés. Écoute, qu'est-ce que j'ai lu parce que, tu me surprends. J'ai lu le livre d'Isabelle Sorante, La femme et l'oiseau. Très beau livre. Que j'ai trouvé très beau. Et d'ailleurs, je me demande si ce n'est pas grâce à toi que je l'ai lu, parce que je l'ai vu passer dans... Et très beau livre. Voilà, que j'ai aimé justement aussi parce qu'il y a une alternance de récits et il y a le souffle du merveilleux aussi qui passe dans ce livre. Donc ça m'a plu, oui. Moi, je voudrais en profiter pour dire que les précédents romans de Muriel, donc il y a N'oublie pas les oiseaux et les Indociles, qui sont aussi chez Pocket. Donc si vous n'avez jamais lu Muriel, que vous voulez la découvrir, vous pouvez aller soit chez Valérie à Saint-Fond, juste dans le Cantal, soit dans une librairie, vous procurer. Et d'ailleurs, les oiseaux, c'était très autobiographique. Et là, il y a aussi une part de toi dans le journal. Est-ce que c'était facile de faire ça? Bon, c'était plus développé dans N'oublie pas les oiseaux, ça c'est sûr. Est-ce que c'est important aussi de le faire là? Oui, parce que c'est ce que je voulais, dont je parlais tout à l'heure à Valérie, c'est l'alternance de la fable et de l'intime. Et je pense que quand on écrit, il y a quelque chose de l'ordre de l'abandon, mais de l'abandon travaillé, de l'abandon en forme, l'abandon sculpté, bien sûr, mais qui, moi, comme lectrice, me touche beaucoup. Et c'est vrai que cette forme qui est alterner la fable et l'autofiction m'intéresse. Je ne sais pas d'ailleurs si je ne vais pas un jour y revenir, parce que je trouve que le système d'écho qu'il y a entre ça c'est pour de faux et ça c'est pour de vrai demande un petit exercice au lecteur que je crois, si on le respecte, assez plaisant. Et tu es en plus, donc oui. Oui, bien d'aller chercher le lecteur. Ouais, moi, j'avais une dernière question enfin une dernière ou pas d'ailleurs pour Muriel. Vous avez eu la chance de rencontrer Joseph Pontus. Oui. Vous avez peut-être lu À la ligne? Oui, bien sûr. Et je voulais connaître vos... Oui, j'ai beaucoup aimé À la ligne. Oui. Donc, j'ai lu À la ligne pour l'émission de la Grande Librairie où j'ai rencontré André Makin, puisque c'était le même plateau, hein, on était invités ensemble. Oui. J'étais émerveillée de ce texte qui a été un vrai risque. Donc là, la voix de l'auteur, on l'entend, le style, on l'a, et le récit, on l'a. C'est-à-dire qu'il nous tient quand même. Donc là, mes trois envies de lectrice étaient comblées. Et en plus, Joseph était un homme adorable, humainement, extrêmement poète, je dirais, dans sa façon d'être, enthousiaste, très humain. Je ne sais pas comment dire, ça m'arrive moi de me définir, de me dire finalement dans quelle catégorie d'écrivain je suis, et je suis une écrivain saltimbanque, mais lui c'était vraiment pour moi un écrivain saltimbanque, c'est-à-dire il parlait poésie, quoi, hein, son regard était poétique, c'était vraiment une personnalité de littérature, en plus d'être un bel écrivain, c'était... franchement, je l'ai revu plein de fois grâce au fait que nos livres sont sortis en même temps, donc on s'est croisés sur des salons. Quand j'ai eu le prix
du Salon du Livre de Genève, on était ensemble. Donc, on est revenus ensemble dans le train, on a fait tout. Enfin, voilà. Après, je l'ai revu sur d'autres salons. On se suit des écrivains quand nos livres sortent à peu près à des dates équivalentes. On a plein d'occasions de se revoir. Donc, après, j'étais assez triste quand il a annoncé son cancer. Et voilà, vous connaissez la fin. Moi, ça me fait plaisir parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et malheureusement, c'est l'homme d'une seule œuvre, quoi. Oui. C'est un seul roman, mais bon. Mais c'est un très beau roman qui restera parce qu'il a c'est un geste artistique vraiment. Hein. Oui, c'est beau, hein, c'est très beau. En tout cas, sans transition, lisez le 7e, parce que c'est le 7e roman de Muriel. C'est le 6e. Ouais, voilà, j'ai triché, j'ai rajouté un truc, mais bon, voilà. Aux éditions Mialet Barreau. Cette couverture, on la remarque, est très réussie. Merci. Voilà. C'est Emma X qui l'a créée, qui est un artiste que j'aime beaucoup. Voilà. Il y a moins le reflet. En tout cas, merci mesdames d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Merci Nathalie, merci Valérie, merci Frédéric aussi. Merci Muriel. On se retrouvera la semaine prochaine avec une soirée lecteur.com, ça sera mardi, où on vous a concocté une sélection BD manga, une sélection de Noël. Donc voilà. Et jeudi prochain, je me plierai à l'exercice du norvégien puisque j'accueillerai une nouvelle voix du polar avec Pen Backed pour un roman policier qui s'appelle Tu me plais, je sais plus, j'ai plus le titre, voilà, ça y est, je suis trop c'est le norvégien qui me fout la trouille, donc voilà. Écoutez, en tout cas, allez en librairie, soit à Saint-Flour, à la Cité du Vent, vous pouvez Muriel Magellan, soit dans toutes les librairies, même à Montauban, puisque Muriel est originaire de Montauban, donc voilà. Et c'était la dépêche du midi, parce que toi, tu dis la dépêche, nous, on connaît, mais c'était midi. Mesdames, je vous souhaite une belle soirée. Bonne soirée. À bientôt, Muriel, je t'embrasse. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir.